J'ai entendu l'inspecteur général des finances de la République démocratique du Congo dire que, après avoir audité la présidence, il dit qu'il n'y a pas eu de fait de malgestion ou de détournement à la présidence de la République. Donc parlons de ça un peu aujourd'hui. Si vous êtes un chef d'entreprise ou bien si vous êtes dans l'entrepreneuriat, cette émission est vraiment pour vous. Aujourd'hui, on va parler du budget. D'abord, pour commencer, c'est qu'on doit se dire, on doit se poser la question, c'est quoi un budget? Le budget, c'est un outil qui va vous permettre de définir un certain nombre d'actions et pour atteindre vos objectifs pendant une période de temps. Ça veut dire que si vous êtes par exemple un chef d'entreprise, quand vous créez un budget, c'est ce budget-là qui va déterminer toutes vos actions pendant cette année, ou bien pendant ce mois, ou bien pendant cette journée. Je vais vous donner peut-être un exemple. Je vais utiliser Maman Tété. Maman Tété qui est un caractère fictif que j'utilise souvent dans mes exemples. By the way, si vous n'avez pas eu la chance de regarder les autres épisodes de Son of Congo, allez-y, regardez ces épisodes. Ça va vous aider à comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que la plupart des temps, les idées sont en train de se développer épisode par épisode. Donc souvent quand vous suivez cet épisode ici et que vous n'avez pas suivi l'ancienne, vous serez un peu perdu. Mais donc je vais vous demander d'aller regarder les autres épisodes. Mais j'essaie toujours d'expliquer ou bien de donner un summary des épisodes passés. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'aller le voir. Mais si vous voulez supporter la chaîne, of course, je vais vous demander, please, 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 regardez aussi les autres épisodes de Son of Congo. Et surtout, regardez les autres avant de suivre celui-ci. Et comme je disais, on va donner l'exemple de Maman Tété pour un peu comprendre le budget. Et disons que Maman Tété, qui habite en République démocratique du Congo, décide de créer, d'ouvrir sa propre ferme. Elle aussi, elle est comme moi, elle a un projet de construire son propre homestead en République démocratique du Congo. Le homestead, ce sont des fermes, mais ce ne sont pas des fermes comme les fermes traditionnelles. Traditionnellement, quand vous entendez parler des fermes, vous entendez un peu un grand territoire ou bien un grand espace de terre. Le homestead, c'est un peu différent. Par exemple, ici aux États-Unis, les gens n'ont pas vraiment cette capacité de s'acheter des grands terrains, comme en République démocratique du Congo, par exemple. Mais c'est que les gens font alors, il y a des gens qui sont passionnés de l'agriculture, passionnés de l'élevage, et ce qu'ils font derrière leur maison. Ils se tapent peut-être une maison avec un grand jardin derrière, et ce qu'ils font, c'est là qu'ils font leurs activités. C'est là qu'ils élèvent peut-être des poules ou bien des vaches et des trucs comme ça. Ou bien ils font même l'agriculture. Donc c'est ça qu'ils appellent un peu un homestead. Ça veut dire que c'est en même temps une maison, c'est une résidence où vous allez habiter vous et votre famille. Mais derrière votre résidence, vous avez un peu un genre de ferme. C'est pas vraiment des grands terrains. Vous pouvez avoir peut-être 1 hectare ou bien 2 hectares. Mais c'est pas souvent plus grand que ça. Et même les gens qui ont plus de 1 hectare ou 2 hectares, ce sont des gens qui sont vraiment successful dans ce business. Mais l'idée générale, quand vous entendez parler d'un homestead, c'est peut-être derrière une maison. Ça veut dire que vous avez une résidence qui est devant et puis vous avez un jardin qui est assez grand où vous pouvez élever des vaches, des poules ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est un peu le projet que moi-même aussi j'ai en République démocratique du Congo, de me créer un homestead. Et c'est la même chose que Maman Tété va faire dans l'exemple d'aujourd'hui. Donc Maman Tété se dit qu'elle va un peu choisir, elle doit choisir le coin où elle va créer son homestead. Au lieu de partir vers Kassangoul ou tout ça, elle trouve qu'il y a beaucoup de gens là-bas, la route est... il y a trop de gens, trop d'embouteillages. Elle se dit qu'elle va partir du côté de Nsele. Moi, personnellement, j'aime le côté de Nsele aussi. C'est plus calme, Nsele, Maloku. Là-bas, c'est vraiment un endroit qui est ideal pour moi. Donc, Maman Tété aussi pense la même chose et elle part là-bas, elle s'achète maintenant son terrain pour commencer ses activités de homestead.
Ici maintenant, assumons déjà qu'elle a commencé ses activités et elle fait déjà un peu d'argent. Comme ça va un peu nous faire avancer dans notre exemple. Donc disons que maman Tété, dans cette ferme-là, disons qu'elle a un loyer qu'elle est en train de payer. Elle a pris sa terre, elle avait peut-être... elle est partie dans une banque du coin et la banque l'a donné un loan. La banque l'a fait un prêt et c'est avec ce prêt-là qu'elle elle a décidé de se taper son homestead. Donc on dit que par mois, par exemple, elle doit remettre à la banque, disons, 1000 dollars. 1000 dollars, c'est son loyer, ou bien comme aux États-Unis, si on appelle ça mortgage. Ça veut dire que vous achetez la maison, vous donnez votre down payment, mais chaque mois, vous allez payer pour l'achat de votre maison. Donc c'est un peu la même chose. Donc on peut appeler ça loyer. Son loyer, c'est de 1000 dollars. En même temps, elle doit payer aussi pour les animaux, parce qu'elle a des animaux dans sa ferme. Et toutes ces histoires-là aussi ont un coût associé. Donc elle doit payer les vétérinaires, elle doit payer pour nourrir les animaux et toutes ces histoires. Donc disons que ça lui donne un tour de 1000 dollars aussi chaque année. Chaque mois, elle doit payer autour de 1000 dollars pour pouvoir maintenir les animaux et toutes ces histoires, les nourrir et tout ça. Et disons qu'elle doit payer aussi l'électricité, le courant, et elle garde quelque chose comme 600 dollars, 500 dollars pour les emergencies. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, s'il y a quelque chose qui n'était pas prévu, qui d'un côté, il y a quelque chose qui s'est abîmé, elle a un fonds qu'elle a mis de côté pour les emergencies, et c'est ça qui va l'aider à prendre soin de tous ces problèmes. Donc tout ça, c'est un peu les dépenses que maman Tété a dans sa ferme. D'un côté, elle a quelques prix qui sont fixes. Les prix qui sont fixes, c'est le prix du loyer. Si vous avez suivi les autres épisodes, ce que je disais était que quand vous entendez un coût fixe, le coût fixe, ça veut dire que le coût ne va pas augmenter quand la production augmente. Par exemple, si vous avez un loyer de 1000 dollars et que vous êtes en train de produire du café, ou bien vous êtes en train de produire du pain, même si vous êtes en train de produire, même si vous produisez 1000 pains, ou bien 200 pains, ou bien 80 000 pains, votre loyer va toujours rester 1000 dollars. Donc le loyer ne va pas changer. C'est ce qu'on entend par un coût fixe. Et c'est la même chose aussi avec son staff. La production peut augmenter, mais le salaire des employés va rester le même. Si vous avez une personne ou deux personnes, leur salaire ne va pas changer malgré que la production est en train d'augmenter. Il y a d'autres qui peuvent se dire peut-être que le salaire des employés, et il y a d'autres managers qui le font, ils vont se dire peut-être que le salaire d'un employé, c'est un variable cost. Donc c'est un prix variant parce que si vous avez plus de marchandises, vous devez engager plus de personnes. Donc, mais c'est pas comme ça vraiment que vous devez voir le salaire ou bien le fixe cost. Parce que vous pouvez, si vous utilisez la même logique, vous pouvez dire la même chose pour votre rent. Si vous produisez plus, vous aurez besoin d'une plus grande location. Ça veut dire que le loyer aussi est un variable cost. Donc, c'est pas comme ça. Ça, ce sont un peu des prix qui varient over time. Ça prend un long moment pour varier. C'est pas des prix qui vont varier directement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous êtes en train de produire 1000 pains et que vous avez 20 employés, si vous êtes en train de produire, disons, 1500 pains, vous aurez more than likely, vous aurez toujours le même nombre d'employés. Donc ce prix-là, le nombre d'employés ne va pas varier. Peut-être si vous arrivez à une production de 4000 pains, là maintenant peut-être vous allez voir que vous allez changer. Mais ça ne sera pas toujours un variable cost. C'est un prix qui a changé, mais ça ne veut pas dire que c'est un variable cost. Et c'est comme quand vous êtes en train de payer le loyer dans une maison. Votre loyer, c'est un prix fixe. Mais si vous disons que vous êtes en train de vous lancer dans un business et que cet endroit devient petit et que vous allez dans dans un autre bâtiment, vous n'allez pas dire que parce que vous avez changé avec le nombre de productions, vous avez changé votre loyer, que c'est devenu un variable cost. C'est toujours un fixed cost. Donc c'est un peu ça la différence. Donc ici, on va dire que le salaire est un fixed cost, ça va rester à 600 dollars. Elle a quelques employés et même si la production augmente, leur salaire, elle n'aura pas besoin d'engager d'autres personnes
et leur salaire ne va pas augmenter. Donc ça va rester $600 chaque mois pour le salaire de son staff. Donc de l'autre côté, elle a des prix qui varient, comme le prix de l'eau. Plus elle est en train de produire, plus elle utilise beaucoup d'eau. Le prix de l'électricité, elle a des machines qui sont branchées. Plus elle utilise ces machines, plus elle doit donner beaucoup plus d'argent à la SNEL et à la Régie des eaux. Donc ça, ce sont des prix qui varient avec le prix de la production. Et de l'autre côté, elle a aussi les animaux, elle doit take care de tous ces animaux. C'est-à-dire que quand elle a un animal qui est malade ou des trucs comme ça, le prix peut aussi varier de ce côté. Donc ça, ce sont les variable costs qu'elle est en train les variable costs qui sont associés avec ses activités. Donc elle a quelque part comme autour de $3,000 le mois. Et son bénéfice, son income, après qu'elle ait fait toutes ses activités et qu'elle ait vendu ce qu'elle est en train de vendre, la viande et toutes ces histoires, elle est en train de recevoir maintenant comme income, quelque chose comme autour de $10,000. Donc $10,000 qu'elle est en train de recevoir, c'est son income, ce qu'elle a reçu de ses activités. Mais ça ne veut pas dire que ce sera son net, parce que dans tout ça, elle a des dépenses de quelque chose autour de $3,000. Donc le net qu'elle aura, ce sera peut-être 6,700 ou bien $7,000. Donc ce sera autour de 6,000 ou $7,000. Ça, ce sera le net qu'elle va gagner. Et c'est le net qu'elle gagne chaque mois. C'est ça son argent chaque mois qu'elle est en train d'économiser. Et vous pouvez faire le total et voir peut-être combien elle est en train d'économiser pour toute l'année. Donc c'est un peu comme ça que Maman Tété elle est en train de fonctionner. Et Maman Tété, maintenant, comme elle voit qu'elle se fait quand même assez d'argent, elle se dit maintenant que l'année prochaine, ça c'est cette année ici, donc disons que Maman Tété est en 2022, et elle se dit maintenant ce qu'elle va faire maintenant pour l'année 2023. Elle se dit maintenant qu'en 2023, elle a envie de se lancer maintenant dans ce qu'on appelle quality management. Donc elle a envie de s'occuper vraiment de la qualité. Comme je vous disais, dans un homestead, ce sont des terrains qui sont petits. Donc dans un terrain qui est petit, vous ne pouvez pas faire la même chose. Vous n'avez pas les mêmes opportunités que quelqu'un qui a un grand terrain. Mais les gens, par exemple, qui ont des grandes fermes, ils peuvent se concentrer dans beaucoup de choses. D'un côté, ils peuvent faire l'agriculture, d'un côté, ils peuvent faire l'élevage, d'un côté, ils peuvent faire la pisciculture. Donc c'est un peu ça l'avantage que les grands terrains vous donnent. Mais quand vous avez des terrains comme des homesteads, ce sont des petits endroits. Donc vous ne pouvez pas faire toutes ces activités dans un petit endroit. Et là maintenant, c'est là qu'en termes de stratégie, vous devez vous focaliser maintenant sur la valeur ajoutée et sur la qualité. Et c'est là maintenant que Maman Tété, elle a reconnu maintenant son niche. Elle se dit qu'à Kinshasa, il y a beaucoup de conférences, il y a beaucoup de gens qui voyagent, il y a des gens qui viennent en vacances. Donc il y a beaucoup de VIP qui vivent quand même aux alentours de la Gombe. Et c'est là maintenant qu'elle dit que, ok, pourquoi ne pas changer mes activités? Comme ça, je vais adapter mes activités à ce niche, à ce marché. Et c'est sur ça qu'elle va se focaliser. Et elle se pose maintenant la question et se dit que c'est quoi la meilleure viande qu'elle peut vendre à Kinshasa que tout le monde va quand même aimer. Et c'est là qu'elle fait maintenant ses recherches. Elle trouve maintenant une bonne viande, un bon animal, un porc qui est de l'Angari, qui s'appelle le Mangalista. Donc elle a fait ses recherches et elle a trouvé qu'elle peut partir en Hongrie, acheter ses animaux et puis venir avec eux en RDC et les élever en RDC. Et c'est ça qui va lui permettre de vendre sa viande à un premium à tous les chefs qui sont à la Gombe ou bien dans les hôtels de la Gombe. Donc c'est un peu ça sa stratégie et elle va aussi se focaliser, comme je l'ai dit, sur la qualité. Et donc elle va garder toutes les histoires bio, elle va essayer de faire des histoires sans vaccin. Donc elle va garder un peu les histoires très bio et ne pas vacciner les animaux et toutes ces histoires. Elle se décide maintenant qu'elle va faire aussi un projet de forage. Elle va se lancer dans ça et ça va lui coûter quelque chose comme $5,000. Bon, je ne sais pas combien ça coûte au Congo, mais disons ici que ça va lui coûter, seulement pour cet exemple, quelque chose comme $5,000. Et c'est la même chose avec le courant. Elle se dit pourquoi je dois payer la SNEL, la SNEL c'est comme ça, le courant est à manœuvre. Donc elle se dit qu'elle va se lancer aussi dans un autre projet et elle va installer des systèmes solaires dans sa ferme, comme ça va l'aider à économiser sur l'électricité.
Et pour installer tous ces systèmes solaires, ça lui fait quelque chose aussi comme 5 000 $. Maintenant, pour les 3 activités que maman Tété a décidé de faire, elle a décidé d'importer, elle a décidé de faire le forage et elle a décidé aussi de faire les panneaux solaires. Quand elle décide maintenant de faire ces 3 activités l'année prochaine, c'est ici maintenant qu'on commence à parler de budget. Le budget maintenant de l'année prochaine, va prendre maintenant en considération ces 3 projets qu'elle a. Non seulement toutes les activités qu'elle a fait cette année ici, le coût de la plupart de ces activités vont aussi transférer vers l'année prochaine, mais en addition, elle va aussi ajouter ces 3 projets. Donc elle va prendre un montant et c'est ce montant-là qu'elle va dire que je vais mettre pour mon budget de cette année. Donc comme je disais, le budget de l'année prochaine sera maintenant, toutes les activités qu'elle va faire ont été déterminées par le budget. Parce que ça veut dire que quand vous arrivez maintenant en 2023, vous êtes le premier jour de 2023, elle commence directement à exécuter son budget. Elle n'a pas besoin d'attendre ça, elle n'a pas besoin d'attendre ça. Elle sait combien ça va lui coûter. Elle a déjà fait toutes ses recherches. L'année prochaine, elle fait seulement qu'exécuter son budget. Donc c'est là maintenant qu'on parle de budget. Et quand je vous disais que le budget, ça vous aide un peu à vous organiser. C'est comme ça, toutes vos actions que vous êtes en train de prendre en tant que chef d'entreprise doivent être normalement dans votre budget. Je ne dis pas ici que toutes les actions que vous allez prendre seront dans votre budget. Toutes les actions que vous avez planifiées doivent être dans votre budget. Mais pendant que vous êtes dans l'exercice de votre budget, ou bien dans l'année où vous êtes en train d'exercer votre budget, vous pouvez vous rencontrer en tant que chef d'entreprise avec des opportunités. Par exemple, maman Tété, elle avait déjà budgétisé, elle avait fait son budget basé seulement sur 3 projets. Mais disons qu'elle arrive en 2023 et elle a une opportunité d'ouvrir une location à Gombe. Le gouvernement, par exemple, donne des exonérations et on dit que si vous venez investir, ouvrir une location ou bien ouvrir un endroit, un office à Gombe, qui va vous permettre d'être plus proche de vos clients, les hôtels et tout, et les restaurants. Si vous venez le faire, on va vous donner une exonération. Ou bien vous n'allez pas payer certaines taxes, ou bien on va vous donner certains bénéfices. Ça, ce sont des opportunités que maman Tété n'avait pas budgétisées l'année précédente. Et c'est là maintenant qu'en tant que propriétaire d'entreprise, vous devez maintenant prendre la décision de savoir si vous devez vous lancer dans ça ou bien dire non. Parce qu'il y a d'autres il y a d'autres propriétaires d'entreprises qui respectent leur budget et ils disent que non, je n'ai pas budgétisé pour ça, je ne vais pas faire ça maintenant. Mais souvent, les propriétaires d'entreprises, vous devez être en mesure d'identifier les opportunités. Et quand vous avez des opportunités comme ça, même si ce n'est pas budgétisé, mais vous avez assez d'argent dans votre poche, ce sont des histoires qui peuvent faire grandir votre business. Et quand vous allez dans des histoires comme ça, vous vous lancez dans des activités comme ça, vous pouvez, en tant que chef d'entreprise, vous pouvez réussir et vous pouvez aussi échouer. Ça ne veut pas dire que si vous vous êtes lancé dans ça, parce que ça c'était une opportunité. Vous êtes arrivé au milieu de l'année, vous avez eu cette opportunité, vous avez fait vos recherches, vous avez trouvé que ça allait marcher, vous vous lancez dans ça. Mais c'est possible que ça échoue aussi. Donc ça ne veut pas toujours dire que ça va réussir quand vous vous lancez dans quelque chose comme ça. Donc quelque chose qui est en dehors de votre budget peut aussi échouer, ou bien ça peut réussir. Le budget maintenant de l'année prochaine, c'est que ça va lui permettre maintenant de faire. Ce budget va permettre maintenant à maman Tété d'évaluer la performance de sa compagnie. Parce qu'elle sait déjà, avant qu'elle ait ces 3 projets, elle savait déjà combien elle avait fait. Elle avait fait quelque chose comme 70 000 $ l'année en bénéfice. Et maintenant qu'elle a envie de se lancer maintenant dans ces 3 projets, elle sera maintenant en mesure de déterminer, parce qu'elle a déjà fait son planning, elle sait que le panneau solaire va lui coûter 5 000 $. Elle sait que le forage va lui coûter 5 000 $. Elle sait qu'elle doit aller importer, elle doit payer cette douane, elle doit faire ça. Donc elle sait déjà c'est quoi qu'elle doit payer. Elle a déjà budgétisé tout ce qu'elle doit payer. Ça veut dire que quand elle arrive maintenant en 2023, tout ce qu'elle a besoin de faire est de commencer à exécuter.
Mais vous pouvez maintenant vous poser la question, comment les managers font maintenant pour évaluer leur performance? Comment vous pouvez dire que cette personne est un bon manager et cette personne est un mauvais manager? C'est là maintenant que le budget est en train maintenant de vous aider à déterminer si votre compagnie est en train de performer très bien ou bien au niveau que vous avez expect, que vous attendez, ou bien votre compagnie n'est pas en train de performer au niveau que vous avez voulu. C'est ça que le budget maintenant vous aide à faire tout ça. Parce que vous pouvez maintenant, elle a décidé d'importer des animaux d'Hongrie, mais disons maintenant qu'en 2023, vous avez encore une autre vague de Covid et que l'Hongrie maintenant ferme ses frontières. Vous voyez maintenant que non seulement elle sera délai dans son budget, peut-être l'Hongrie ne va même pas fermer ses frontières, mais peut-être le prix de la douane va augmenter. Ça veut dire qu'elle aura maintenant un dépassement budgétaire parce qu'elle sera obligée maintenant de payer plus de ce qu'elle avait planifié. Donc c'est un peu ça le budget. Le budget vous aide un peu, ça vous donne un peu ce blueprint. Ça vous dit que c'est ici que vous devez rester. Quand vous partez au-dessus de ça, vous avez dépassé ce que vous avez planifié. Et quand vous êtes en bas de ça, vous dites que vous êtes en dessous de ce que vous avez planifié. Donc tous les chefs d'entreprise, ils ont besoin vraiment d'un budget parce que c'est le budget qui va vous permettre d'évaluer comment vous êtes en train de gérer l'entreprise, comment vous êtes en train de performer en tant que chef d'entreprise. Et ici, il est important de savoir que votre budget est souvent basé sur votre historical data. Comme je disais dans les autres épisodes, les données, c'est la chose la plus importante dans les sciences. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire dans la gestion des projets et même dans le software engineering ou bien dans la technologie, c'est basé sur les données. Et ici, quand vous êtes en train de parler d'un budget, vous devez parler des historical data. Qu'est-ce qui a été fait dans le passé? Et dans le cas de la République démocratique du Congo, quand vous êtes en train de parler par exemple d'un budget pour 2023, vous devez savoir ce qui a été fait dans 2022. Quand vous êtes en train d'élaborer un projet pour 2022, vous devez savoir ce qui s'est passé en 2021. Donc le budget de l'année précédente est toujours basé sur le historical data. Et ici maintenant, quand vous avez par exemple l'inspecteur général des finances qui vous dit qu'il est parti à la présidence et il a fait un audit de la présidence et il dit qu'il n'y a pas eu de fait de détournement ou de dépassement budgétaire. Moi, maintenant, quand j'entends ce que l'inspecteur général de finances a dit, pour moi, c'est logique. L'inspecteur général des finances, Jules Agnouinguette, a raison. Toujours dans l'actualité, problème de dépassement budgétaire, la Cour des comptes, organe officiel habilité à statuer sur le sujet, parle de faute de gestion, alors que le professeur Godempoy affirme que non, tout ça démarre de vous. Tout ça démarre de vous. Des propos que vous avez tenus. Non, s'il n'y a pas faute de gestion, le dépassement budgétaire n'est pas une faute de gestion. Alors ça l'est ou ça ne l'est pas? Monsieur Christian, j'aimerais restituer tout d'abord les faits. C'est tout d'abord pour moi un débat déjà dépassé. J'ai dit que c'est un débat de haut niveau des experts en matière de finances publiques. Il y a beaucoup de gens qui se sont invités dans ces débats et voilà pourquoi on a dit que ça ne servait à rien. Voilà comment les choses se sont passées. Au cours d'une émission qui a été organisée par son Excellence Monsieur le Ministre de la Communication pour échanger sur les missions de l'Inspection générale des finances, un journaliste va poser la question sur les dépassements constatés à la présidence de la République. Et nous lui avions répondu que les dépassements budgétaires constatés à la présidence de la République sont de loin des faits de détournement des deniers publics, encore moins des actes de mégestion. J'ai parlé des détournements, des dépassements constatés à la présidence de la République. Et il fallait qu'on me laisse expliquer tout d'abord. Quand vous voulez parler de dépassement, pour ceux-là qui qualifient ces dépassements de fautes de gestion, mais il faut aller jusqu'au bout. Quand vous qualifiez de fautes de gestion, il faut déterminer les responsables et prévoir, et aussi nous dire quelles sont les sanctions. Il faut analyser ces dépassements-là. Nous sommes en 2020. Tenez, vous avez l'éruption de Goma qui apparaît. Qui avait prévu ça? 2, vous avez Covid qui arrive au mois d'avril. Le gouvernement décide de prendre en charge les factures d'eau, d'électricité pendant 3 mois.
Qui avait prévu ça? Le gouvernement, j'arrive. C'est ça qui justifie le dépassement budgétaire chaque mois dans... Laissez-moi terminer, je ne dis pas ça. Ouais. Il y a l'éruption qui apparaît. Il y a le Covid qui surprend tout le monde. On doit prendre en charge tous les malades Covid dans les hôpitaux. On doit prendre en charge les factures d'eau, d'électricité, vous connaissez. Donc, quand vous voulez analyser les dépassements, il faut également voir les circonstances de l'exécution du budget. Donc, il ne faut pas aller rapidement dans les fautes de gestion sans savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est mon point de vue. Mais pour terminer ces problèmes, il faut savoir que l'organe habilité à parler du dépassement, c'est la Cour des comptes. La Cour des comptes s'étant déjà prononcée pour l'exercice 2020 en disant qu'il y a eu un dépassement global de 7%. Et pour la présidence de la République, 13%. Et la Cour des comptes ayant qualifié ces dépassements-là de faute de gestion, nous, qu'est-ce que nous pouvons faire comme service? Nous ne pouvons que nous incliner à la position légale donnée par l'institution légale habilitée à caractériser ces faits. Mais moi, en tant qu'individu, tout en respectant la position donnée par la Cour des comptes, position que je ne partage pas comme expert en finances publiques, parce que moi, j'ai une autre lecture, comme le professeur Godin-Poy, nous avons une autre lecture de la définition des fautes de gestion en matière de dépassement. Mais nous ne sommes pas là. Aujourd'hui, nous devons nous incliner devant la position donnée par la Cour des comptes, seul organe habilité. Voilà. C'est exactement ce que je vous ai dit ici. Ce que l'inspecteur général de finances est en train de vous dire, il est en train de vous dire, regardez ce que vous avez dans votre budget. Vous savez que le Congo a fait passer un budget à l'Assemblée nationale. Vous, les Congolais, est-ce que vous avez lu ce qui se trouve dans ce budget? Est-ce que dans le budget qui se trouve dans l'Assemblée nationale, vous avez vu le projet de Chile Djelo? Est-ce que dans le budget qui se trouve dans l'Assemblée nationale, vous avez vu le projet de Kinshasa Zéro Trou? Tous ces projets qui sont en train de se faire en République démocratique du Congo sont des projets qui n'ont jamais été budgétisés. Mais le Congolais lui-même, l'homme congolais, ne se pose pas la question quels sont les projets qui ont été budgétisés. Parce que toutes les histoires que qu'on a annoncées en République démocratique du Congo, les projets qui ont été annoncés, c'est souvent des projets qui ont été sponsorisés ou bien financés par des partenaires. Quand on vous dit qu'on va commencer le projet du port en eau profonde en telle année, quand on vous dit qu'on va commencer le pont route-rail en telle année entre Kinshasa et Brazzaville, ça, ce sont des projets qui ont été financés par des partenaires. C'est pour ça qu'on sait que ça va commencer en telle année. Mais vous, les projets que votre Assemblée nationale a fait passer, les projets que vous allez payer, que vous, le gouvernement congolais va financer, vous pouvez parler de ces projets. C'est quoi ces projets? Même les peuples congolais aujourd'hui, ils ne savent pas qu'est-ce qui se trouve dans le budget qui a été passé à l'Assemblée nationale. Et c'est là que je dis que M. Jules Alinguet a raison. Parce que non seulement il vous dit de regarder les circonstances dans lesquelles le budget a été exécuté ou bien implémenté, mais il vous demande aussi d'aller plus loin. Il demande à tous ceux qui sont en train de dire que le budget a été dépassé ou bien qu'il y a eu des dépassements budgétaires, de prouver qu'il y a eu des dépassements budgétaires. Parce que c'est ici maintenant c'est là maintenant le plus grand problème. En tant que IGF, vous ne pouvez pas partir seulement à la présidence et dire que vous avez dépassé le budget ou bien vous avez mal géré. Vous devez comparer les actions de la présidence à un budget, aux actions qui étaient prévues dans un budget. Et toutes les institutions du pays, que ce soit l'ODEP, que ce soit la Cour de comptes, que ce soit toutes ces institutions, personne ne sera en mesure de prendre les actions que la présidence est en train de faire et de les comparer à ce qui est dans le budget. Et la raison pour laquelle ils ne seront pas en mesure de le faire, c'est parce que les actions qui sont en train de se faire à la présidence n'ont pas été budgétisées. Ça veut dire que vous ne pouvez pas partir à la présidence et dire que vous avez excédé le budget ou bien vous avez un dépassement budgétaire parce que tout ce qu'ils sont en train de faire n'a pas été budgétisé. Tout ce que le président est en train de faire, il peut mettre ça dans le cas de emergency. Comme je vous ai dit ici qu'un chef d'entreprise peut décider, peut dire qu'on s'est rencontré avec une opportunité d'aller à Madrid pour une conférence et nous on est parti là-bas, on a voyagé, on est parti et c'est ça que ça nous a coûté.
On s'est rencontré avec une conférence à Dubaï et on a pris cette opportunité. C'était une opportunité de business. Et c'est ça que la présidence est en train de faire. Il peut voir qu'il y a une conférence en Chine ou bien il y a un autre sommet de Afrique-France et il décide d'aller là-bas pour des opportunités. Là, maintenant, ça dépend du chef de l'entreprise. Un chef d'entreprise peut décider de partir, de voyager, de partir dans différents pays où lui-même, il va juger qu'il y a opportunité. Et quand quelqu'un est en train de voyager comme ça et il fait des dépenses, vous n'allez pas partir chez cette personne et dire que vous avez fait un dépassement budgétaire. Même si c'est obvious, même si disons que vous partez, vous êtes en train d'analyser, vous êtes l'ODEP ou bien vous êtes à Cour des comptes, disons que vous êtes en train d'analyser les dépenses de la présidence. Vous arrivez là-bas, vous trouvez maintenant que pendant une nuit en France, un conseiller du président a dépensé 2000 $. Ça, c'est ce que vous trouvez. Ça, c'est seulement un exemple. Quand vous êtes en train d'analyser les dépenses, vous trouvez qu'un conseiller a dépensé 2000 $ dans une chambre d'hôtel. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire au conseiller que vous avez dépassé le budget. Le budget, c'est l'action que le conseiller a pris. Cette action, quand ils sont en train de payer 2000 $, ça a été budgétisé où? Comment vous allez expliquer que ça c'est un dépassement budgétaire ou bien que c'est un détournement? Parce que toutes les actions qu'ils sont en train de faire, ce sont des actions qui n'ont même pas été budgétisées. Et c'est comme ça que votre budget est. Vous vous trouvez maintenant dans une situation où les présidents sont en train d'agir d'une façon un peu autonome. Et ils sont en train de prendre des décisions d'une façon un peu autonome, d'une façon un peu subjective. Si le président décide de faire un état de siège ou bien il décide que ça c'est un emergency, il peut faire ça. C'est permis que le président peut faire toutes ces histoires. Et toutes ces histoires ne sont même pas dans votre budget. Et ce qui arrive en République démocratique du Congo, les actions même qui sont budgétisées, c'est là même qu'ils prennent cet argent. Parce que quand vous êtes en train d'avoir des dépassements budgétaires à la présidence, ça veut dire qu'ils ont pris cet argent quelque part d'autre. Donc ça veut dire qu'il y a des projets qui devaient être faits, qui étaient budgétisés, qui ne se sont pas faits. Mais moi, ce qui est intéressant pour moi, ce qui est curieux, où je suis curieux, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui n'est pas fait. Parce que les Congolais souvent parlent du budget. On vous présente des budgets avec 2% ou bien 1% au ministère de l'Éducation. Mais personne en République démocratique du Congo se pose la question, c'est quoi ces 1%? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Parce que 1% même pour le ministère de l'Agriculture, c'est trop peu. Mais malgré que c'est peu, ces 1% là, c'est quoi? Parce que c'était normalement budgétisé. C'est ce que vous avez présenté à l'Assemblée nationale. Quand la présidence est en train de faire des dépassements budgétaires, bon, pas des dépassements, quand la présidence est en train de faire des dépenses, ils sont en train de prendre cet argent qui avait été budgétisé. Mais les Congolais, dans tout ça, ils ne se posent pas la question, c'est quoi qui avait été budgétisé? C'était quoi qui était dans ces 1% là? C'était quoi le projet? Est-ce qu'on peut nous montrer le projet qui était dans ces 1% et nous dire qu'à cause de la présidence, on ne pourra pas faire ce projet ici? Parce que c'est là que le vrai débat doit se situer. Les gens sont en train de discuter sur le déplacement budgétaire, mais personne n'a envie d'analyser le budget qui a été proposé à l'Assemblée nationale. Et c'est que M. Jules Alingué est en train de vous demander de faire, et de non seulement regarder les circonstances dans lesquelles le budget est en train d'être passé, mais analyser ce déplacement. Si vous êtes l'ODEP ou vous êtes la Cour des comptes, vous devez être en mesure de publier votre analyse de ce détournement. Vous devez être en mesure de nous montrer où se trouve le détournement. Parce que j'ai même suivi les gens de l'ODEP sur la radio. Ces gens sont en train de dire qu'il y a détournement, il y a dépassement budgétaire, il y a malgestion. Mais montrez-nous les datas. Montrez-nous où se fait toutes ces histoires. Ne dites pas seulement que la présidence, ici on avait prévu 20 000 $ de voyage et ici ils ont dépassé, ils ont voyagé jusqu'à 500 000 $. Ça ne suffit pas. Ça ne prouve pas un détournement. Ça prouve une opportunité. Le président peut-être a décidé d'aller quelque part ici, quelque part là-bas. Comme je vous dis, ça prouve seulement une opportunité. Et cette opportunité peut ramener des fruits
ou bien cette opportunité peut échouer. Mais le fait que le président ait beaucoup voyagé ne veut pas dire qu'ils ont détourné de l'argent. Et ça ne veut pas dire aussi qu'il y a une mégestion. Ce que l'ODEP est en train de faire, c'est trop facile. Vous ne pouvez pas dire qu'on avait prévu 20 000 $ pour les voyages de chef de l'État et il est arrivé à 100 000 $. Ça, c'est trop facile. Vous devez être en mesure d'entrer plus loin dans le dossier et d'analyser le détournement et de nous montrer maintenant les preuves. Et c'est ça que Jules Lalingué était en train de dire. Entrez à l'intérieur de ce dossier, regardez, si vous êtes l'ODEP, si vous êtes la Cour de comptes et vous dites qu'il y a détournement, montrez-nous les coupables, montrez-nous où ils ont détourné et montrez-nous les sanctions qui vont suivre. Comment se fait-il que vous êtes en train de dire qu'il y a détournement de fonds, mais il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de coupables, il n'y a pas de... Montrez-nous cette analyse de votre détournement de fonds. Mais personne ne le fait. En République démocratique du Congo, tout le monde crie détournement, tout le monde crie malgestion, et tout le monde veut que l'IGF s'attaque à la présidence. Et l'IGF dit que même si moi je m'attaque à la présidence, même si je vais là-bas, toutes les actions qu'ils sont en train de faire, je vais comparer ça à quoi? Pour dire qu'il y a détournement. Qu'est-ce qui était prévu? Parce que eux, ils vont dire que tout ça, ils sont en train de faire ça en urgence. Ils vont dire que tout ça, ils sont en train de faire ça parce qu'il y a eu une opportunité qui s'est présentée. Et c'est ça le problème en République démocratique du Congo. Notre gouvernement part à l'Assemblée nationale et présente un budget à l'Assemblée nationale. Il dit que nous, en 2022, on a prévu de faire toutes ces choses ici. Et toutes ces choses ici se trouvent dans notre budget et on a déterminé comment on va les payer et toutes ces choses vont s'accomplir selon ce budget. Mais une fois qu'ils arrivent à l'Assemblée nationale et que le budget est passé, rien de ce qu'ils ont proposé se fait. Ce qui se fait maintenant est que le président est en train maintenant de faire ses propres activités sur le prétexte de l'urgence. Et c'est comme ça qu'ils vont faire. Ça, c'est une urgence, ça, c'est une urgence, ça, c'est une urgence. Mais quand Jules Lalingué doit maintenant partir pour investiguer, pour dire qu'il y a détournement ou bien il y a dépassement budgétaire, il doit être en mesure de comparer les actions du président à ce qui a été dit dans le budget. Et même, vous n'allez même pas vous arrêter là. Vous devez maintenant prouver qu'il y a eu un détournement. Parce que si vous partez quelque part et quelqu'un vous montre la facture et il dit qu'on a emmené 20 conseillers dans ce voyage, ou bien 40 personnes dans ce voyage, vous devez être en mesure maintenant de dire que est-ce que toutes ces personnes étaient budgétisées. Mais comment vous allez mettre... Vous devez être en mesure de comparer au fait des actions du président à ce qui a été budgétisé. Et tant que vous n'avez pas comparé ces deux, vous ne pouvez pas dire que cette personne a un dépassement budgétaire ou bien cette personne ici est en train de détourner. Parce que les actions ne matchent pas. Regardez les circonstances dans lesquelles votre budget est formé. Quand vous regardez votre budget, est-ce que vous devez même vous poser la question, est-ce que c'est possible de ne pas dépasser ce but? Parce que les gens à Kinshasa se posent la question, disent toujours qu'il y a dépassement budgétaire, dépassement budgétaire, dépassement budgétaire. La vraie question ici, c'est de savoir, est-ce que c'est possible de respecter ce budget? Regardez ce qui se trouve dans ce budget, analysez ce budget, regardez les circonstances dans lesquelles ce budget est conçu. Est-ce que c'est possible de respecter ce budget?